Députés. La parole est à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparentés. Pour 10 minutes, Madame la députée. Bien, Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues, ces textes sont très controversés. Ils suscitent de sérieuses inquiétudes exprimées par les magistrats qui demandent des moyens humains et matériels, mais pas de nouvelles lois modifiant les procédures, les avocats qui ne développent pas, contrairement à ce que j'entends beaucoup ici, des arguments corporatistes, les associations, les acteurs du monde pénitentiaire qui ne souhaitent que des moyens et plus d'indépendance dans leur gestion, et les justiciables. Ces inquiétudes portent sur les 3 textes, y compris la loi de programmation budgétaire, jugée mal établie dans ses priorités et insuffisante, notamment par le Sénat, lequel argumente une hausse de 1,9 milliard d'euros contre 1,3. Pour ma part, je considère que c'est un effort important du gouvernement que je tiens à saluer, nonobstant les observations très pertinentes de notre collègue Masson. Sur la méthode, les chantiers de la justice qui ont précédé le texte de la réforme de la justice, comme l'avait été la conférence de consensus de Christiane Taubira, font partie des incontournables d'un projet d'ampleur. J'en salue l'organisation, malgré un caractère précipité dénoncé par quelques référents des chantiers. Les parlementaires, eux aussi, ont été soumis à rude épreuve, nous l'avons déjà dit, procédure accélérée, retour immédiat en séance publique avec un délai de dépôt d'amendement de 3 jours pour un long texte fortement amendé par le gouvernement et la majorité en commission des lois. Enfin, la partie réglementaire très conséquente, comme les nombreuses habilitations par ordonnance, ne facilite pas l'exacte mesure des effets et de la portée de ce texte de loi, mais c'est une chose que nous avions bien connue par ailleurs. Alors, je dirais dans un premier temps les principes fondateurs de ce texte que nous partageons et dans un second temps les réserves que nous exprimons. Le travail législatif mené en 2014 et 2016 a été reconnu dans le cadre des chantiers de justice et ce texte ne tourne pas le dos aux orientations que nous avions prises en replaçant le juge au cœur du litige, en voulant rendre lisible et accessible l'action de la justice, en donnant toute leur ampleur aux SAUJ, services d'accueil physique et dématérialisé des TGI. La réorganisation des juridictions a été amendée, le statut du juge d'instance sauvé, ainsi que les tribunaux d'instance en chambre détachée, le terme reste sans doute à trouver, garantit à mon sens cette porte de proximité pour le contentieux de la protection et nous y veillerons. Le développement des règlements amiables des différends n'est pas contesté en son principe. Nous l'avons développé à notre manière dans le quinquennat précédent. La dématérialisation des litiges est une voie que nous devons tracer. Elle est une alliée à terme de la proximité et de la rapidité de la décision attendue par le justiciable. Enfin, sur le sens et l'efficacité des peines, sanctionner une infraction, quelle que soit sa gravité, n'est pas une fin en soi. Il faut prévenir la récidive et pour cela mettre un terme aux peines courtes d'emprisonnement et à la détention provisoire massive qui provoque un encombrement préoccupant de nos maisons d'arrêt. La réponse pénale doit être rapide dans son exécution. Tout ceci résonne comme une évidence, mais cela ne l'était pas il y a quelque temps. Robert Badinter, dans la préface d'un récent ouvrage sur la prison, co-signé par mon collègue Dominique Rimbourg, écrivait qu'il existe désormais en France un consensus national sur les fondements de la justice pénale. Les citoyens ont en majorité conscience que nos prisons devraient être plus humaines, que la surpopulation carcérale devrait être combattue, que le régime des peines devrait favoriser la réinsertion des détenus, que le malheur des victimes doit être une priorité et que la prison pour les mineurs n'est pas une panacée. Nous pouvons désormais, sur ce sujet, transcender les oppositions de principe et avancer dans un projet concernant la République tout entière. La contrainte pénale que nous avons mise en place en 2014 répondait à cet intérêt général et a contribué, me semble-t-il, à faire évoluer les mentalités, malgré son échec relatif au regard du peu de temps de mise en place et des moyens dédiés. Nous sommes d'accord, il faut conférer aux peines exécutées hors les murs de la prison le statut qui s'attache à l'incarcération, fixer une échelle des peines qui ne fait plus référence à l'emprisonnement, interdire les courtes peines de prison et limiter le nombre de détenus provisoires. Sur la surpopulation carcérale, nous avons nous aussi toujours considéré qu'il fallait en construire davantage, non pas pour emprisonner plus, mais pour atteindre l'objectif d'une part de diversifier les lieux d'emprisonnement
et d'autre part et surtout garantir à 80% des détenus qui le souhaitent un encellulement individuel. L'action conjuguée de peines alternatives à la prison, la libération sous contrainte et la construction de nouveaux lieux d'emprisonnement pourrait nous permettre, avec des moyens adaptés, de venir à bout de cette surpopulation carcérale justement condamnée. Dans un deuxième temps, j'évoquerai donc que ces orientations que nous partageons appellent de notre part, dans l'application qui en est proposée dans le texte, des critiques sévères et des appels à la prudence. Nous les députés, nous devons veiller au maintien de l'égal accès aux juges et de l'accès aux droits pour tout citoyen, où qu'il soit sur le territoire national et quelle que soit sa situation sociale, dans les textes que nous votons. Nous devons veiller à ce que la simplification et la dématérialisation des procédures ne se fassent pas à la charge des usagers. Et nous devons prévoir des phases de transition, veiller au présentiel humain dont vous avez parlé justement, Madame la Ministre. Tirons les enseignements de la dématérialisation ratée des permis de conduire et des cartes grises. Nous devons aussi organiser de manière plus lisible et encadrée les dispositifs de la conciliation, de la médiation, de la procédure participative. Le justiciable est mis hors les murs du tribunal tant que le litige n'est pas cristallisé. Une fois ce préalable satisfait, qui, à notre sens, ne doit pas être obligatoire, une garantie d'accès au juge dans un délai raisonnable devrait alors être apportée par ce texte en contrepartie de ce premier engagement. Enfin, dans cette phase préalable à l'intervention du juge, quel rôle joue l'avocat, auxiliaire de justice précieux? Ne doit-il pas être mieux associé de manière plus organisée, différenciée et lisible par la loi? Sur le volet pénal, je conteste la généralisation des techniques spéciales d'enquête et les perquisitions sans l'assentiment des personnes pour des infractions encourant une peine de prison de 3 ans. Les garanties procédurales ne me semblent pas suffisantes. Les référents, que sont Jacques Beaume et Franck Nathalie, dans leur rapport sur l'amélioration et la simplification de la procédure pénale, nous disent d'ailleurs pas autre chose. La lecture de ce rapport me conforte aussi dans l'exigence de renforcer le contradictoire au cours de l'enquête pour compenser les pouvoirs du parquet. Au surplus, comme eux, je considère que tant que la Constitution ne garantira pas l'indépendance de la nomination des magistrats du parquet, il nous faut être prudents sur les réformes renforçant les pouvoirs du ministère public. Sur l'échelle des peines, je redoute d'une part que fixer le quantum de peine permettant de bénéficier d'aménagements de peine ab initio à 1 an et non 2 ans aille à l'encontre du but salutaire recherché de lutter contre la surpopulation carcérale, et d'autre part, ne pas faire de la peine de probation une peine à part entière, mais conserver son adossement à une peine d'emprisonnement est une occasion manquée d'amplifier l'objectif salutaire fixé. Très préoccupant, enfin, pour finir, est le hiatus entre la politique pénale telle qu'elle est envisagée, et que je partage en bien des points, et le personnel, tant des greffiers que des conseillers d'insertion et de probation, dont le nombre majoré, certes, de 1500 jusqu'en 2022, ne suffira pas à faire des modes alternatifs à l'emprisonnement un recours puissant, effectif et de qualité. Je redoute donc l'échec des modes alternatifs à l'emprisonnement pour ce principal motif. Quelle réalité donner au dossier de personnalité du prévenu ou détenu sans agent en nombre pour le constituer? L'État, en conclusion, veilleur de nuit, en charge des fonctions régaliennes, ne doit pas se soustraire à son devoir de régulation de la marchandisation du droit. Il doit protéger le service public de la justice. Il doit apporter un budget conséquent et laisser les professionnels travailler. Ce n'est pas le grand soir de la procédure pénale ni de la procédure civile, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Ces textes comportent des points positifs, d'autres moins. Pour finir, il manque sans doute en réalité une réforme d'ampleur du volet pénal, mais il aurait fallu attendre pour cela la révision constitutionnelle. Il manque aussi, à mes yeux, un vaste projet sur la justice réparatrice, démarche qualitative, culture qui recherche le contour de tous ceux qui sont concernés par une infraction et qui inscrit dans le dur de nos cerveaux la prévention de la récidive. C'est une occasion manquée que de ne pas être allé plus loin dans ce registre. Ce point que j'avais fait valoir en commission des lois n'a rien d'anecdotique.
Au-delà de ces 5 chantiers de justice que vous avez ouverts, Madame la Ministre, il y a celui dont doit s'emparer la représentation nationale, celui de la confiance que doit avoir le citoyen dans le service public de la justice. Un sondage de 2013, corroborant d'autres enquêtes, indiquait que 95% de nos concitoyens voulaient une justice plus rapide, 90% une justice plus lisible et 60% une justice plus efficace. Ce texte dont nous allons débattre répond-il à ces aspirations ? C'est à l'aune de ces exigences et de notre volonté de promouvoir un service public de la justice d'une qualité équivalente à celle constatée ailleurs en Europe que nous débattrons de ces textes de loi. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur